Salut à tous! Épisode suivant avec les Trailblazers de Portland. Je me suis fait attendre, je suis désolé pour le délai. Beaucoup de choses à faire et puis de toute façon le temps qui passe beaucoup trop vite, toujours, avec trop de sollicitations extra, je dirais extra PC. Alors justement, ça mérite de resituer les choses un peu et notamment de regarder ce qui se passe avec ces Trailblazers si on recommençait une partie aujourd'hui. Si on recommençait une partie aujourd'hui, parce qu'en fait la NBA a quand même pas mal évolué en 3 mois, sans blague. Elle évolue tout le temps en fait, hein. C'est une ligue qui évolue tout le temps. Et si on recommençait aujourd'hui, on se retrouverait avec un Scoot Anderson déjà évalué nettement moins bien qu'à la sortie de la draft. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de scories dans son jeu, on s'en est rendu compte, même s'il y a aussi de très bons passages. Les Blazers se sont décidés à un moment donné à le faire sortir du banc. Et il y a un homme qui fait beaucoup de bien à cette équipe, c'est Anthony Simons, avec quelqu'un dont l'influence est quand même plutôt positive aussi, c'est Malcolm Brogdon. C'est quand même pas si mal, hein, ce que produit Brogdon, même si je crois qu'il a un ratio qui n'est pas quand même positif, mais l'équipe n'est pas très très loin des 50% lorsqu'il est sur le terrain. Bon, c'était vrai il y a 3 semaines ce que je dis, mais en tout cas on n'en est vraiment pas loin du tout. Donc le mec a quand même un bel impact. Le projet par contre on sait pas trop où il va. Shaedon Sharpe fait sa saison sans non plus exploser. Le petit Ryan Rupert n'a pas vraiment de temps de jeu, donc on peut pas vraiment en parler. En revanche, il y en a un qui a un temps de jeu exceptionnel, c'est le Belge Toumani Camara, qui a participé peut-être quasiment à tous les matchs. En tout cas, je le vois tout le temps sur les feuilles et très souvent dans le 5, voire tout le temps. C'est amusant de constater que quelqu'un qui était pas forcément prévu pour trop jouer joue autant. Matisse Thybulle a aussi eu des petits problèmes de blessure et puis ça reste Matisse Thybulle, il n'y a pas de up absolu, c'est un très bon défenseur, ok, mais il y a encore peut-être un niveau à franchir pour être une pièce importante dans une équipe qui ambitionne autre chose que ne pas aller au play-in, malheureusement. Après, Jeremy Grant, bah, on se bat pas trop pour l'avoir, même si pour moi ça reste un joueur très correct. Mais apparemment ça bouge pas. Les Blazers peut-être seront vendeurs à un moment ou à un autre, hein. Après, c'est marrant parce que dans nos petits rookies, là, Chris Murray et Jabbar, enfin rookie, excusez-moi, rookie, non. Jabari Walker, c'est une fin de deuxième tour 2022, mais on est sur des très jeunes joueurs au poste 4. Après, voilà, ça peut peut-être jouer 3 aussi avec la taille qu'ils ont et une relative polyvalence et surtout quelques qualités sur le plan athlétique. Mais Jabari Walker, Chris Murray, bah, il semblerait que, vous voyez, suivant les observateurs, et Touquet, par contre, on peut leur faire confiance, toujours très avisé là-dessus, n'a pas... Jabari Walker a pris le dessus légèrement sur Chris Murray, sur les évaluations en tout cas. Puis après, malheureusement, au poste 5, il y a eu énormément de blessures. Blessures, c'est un petit peu le leitmotiv de cette équipe. Robert Williams, ça fait un bon moment qu'il joue pas. DeAndre Ayton, il y a eu beaucoup de matchs où il n'a pas joué. Et quand il était sur le parquet, il n'a pas été très constant. Ce qui fait que finalement, on a eu souvent drop Reese qui était aligné. Bon, c'est une équipe qui souffre. C'est une équipe qui souffre dans une NBA. Désormais, voilà, j'ai créé cette partie juste pour pouvoir faire mon intro. Dans une NBA où, je vais dire un mot pour chacun, Warriors semble quand même en difficulté. Est-ce quand même la fin de la génération? C'est quand même envisageable. Puis on peut pas ne pas évoquer les soucis de Draymond Green et son comportement répété inadmissible. Les Wizards, alors là c'est typiquement un projet attristant car vraiment Jordan Poole fait du Jordan Poole dans la pire version de ce qu'il est. Et Kyle Kuzma, bah ça reste Kyle Kuzma. Et puis après, on a beau avoir quelques
petites promesses très intéressantes comme Kispert ou parfois de bons moments de Avdia notamment. Ça reste terriblement triste. Les Sixers en revanche font pas une mauvaise saison. Le seul problème c'est qu'ils sont tellement dépendants de Joel Embiid que là on est sur une séquence IRL où Joel Embiid a raté pas mal de matchs. Bah, tout de suite le bilan il tire vers le bas, hein. C'est terrible. Les Bucks, bah, personnellement, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi les Bucks, je suis déçu. Je suis déçu de l'équilibre d'équipe. Je trouve que défensivement, ça ne s'envoie pas. Après, on n'est pas en playoff, hein. Mais je trouve que c'est quand même waouh, pas très convaincant. Cette arrivée de Lillard ne me remplit pas de joie quand je les vois jouer, hein. Je trouve ça vraiment poussif. Ensuite, les Bulls, on est dans un très très mauvais trip, un petit peu à l'instar de la santé de Lonzo Ball, malheureusement. Donc on est vraiment sur une mauvaise saison. Tout le monde attend le moment où Zach LaVine va bouger, mais au final, ça ne se bat pas pour le récupérer. Les Cavs, bah là aussi, je suis un peu déçu et sans vouloir être trop dur, je mettrai un peu sur le dos de Donovan Mitchell une partie de mes déceptions avec cette équipe-là. Je trouve que Donovan Mitchell n'est pas réellement à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Après, il y a eu aussi des absences, il y a eu un peu des blessures, mais c'est pas une équipe qui évolue comme j'aurais souhaité les voir évoluer. Les Celtics, en revanche, rien à dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a notamment cette terrible montée en puissance de Derrick White qui est phénoménale. Ensuite, du côté des Clippers, bon bah ça j'en parlerai plus en long dans une prochaine vidéo Clippers Sixers, mais il semblerait que la mayonnaise soit en train de prendre globalement, donc c'est quand même plutôt intéressant. Les Grizzlies, bah, vous avez appris comme moi la terrible blessure de Ja Morant, pour qui la saison est terminée alors qu'il n'a joué que peut-être une dizaine de matchs, non? C'est pas un truc comme ça, 11 matchs. Il a joué 3 semaines, quoi, voilà, de retour de suspension. Donc terrible tristesse pour les Grizzlies, qui sont vraiment sur une... Ils ont un mauvais karma, hein, cette saison, globalement. Marcus Smart qui a démarré là-dedans, le pauvre, qui a débarqué, pardon, à l'intérieur de ce marasme. Après, on a les Hawks qui sont excessivement décevants, à tel point que de plus en plus se murmure... hein, il suffit d'aller voir là, hein, prolongation de contrat. On a, il est où le coco là? Il en est où salarialement l'ami Dejounte? Ah, il avait prolongé, parfait. Bon, il avait prolongé, mais je peux vous dire une chose, c'est que je vais quand même vérifier que c'est pas le jeu qui nous l'a inventé, non? Dejounte Murray va être transférable sous peu. C'est quand même un peu l'échec du trade qui était censé apporter quelque chose en plus à côté de Trae Young. Et je pense qu'ils vont partir sur l'axe Young-Jalen Johnson, qui doit être leur axe fort, probablement. Ensuite, le Heat nous fait du Heat, donc pas besoin de commenter, on les retrouvera en playoff, et c'est là qu'on jugera. Les Hornets sont sur une saison, ma foi, bien triste, malgré quelques passages pas ridicules du rookie Brandon Miller, qu'on regardait de près, et qui s'avère quand même pas inintéressant. J'aime bien la progression aussi de Mark Williams. Ensuite, le Jazz nous fait du Jazz de l'année dernière, c'est-à-dire pas ridicule avec pas grand-chose. Les Kings ont de vrais bons passages, quand De'Aaron Fox est là, hein, essentiellement. Et donc ça reste une équipe un peu poil à gratter, mais en même temps capable... Je suis désolé, j'ai toujours un chat qui gratte qui veut rentrer au moment où je suis avec le micro. C'est quand même pathétique. Donc voilà, dedans le chat. Et De'Aaron Fox, donc voilà, tellement dépendant de cette équipe, mais quand même plutôt intéressante à regarder, hein. Je pense que vous aimez aussi regarder les Kings comme moi. Les Knicks, il s'est passé quelque chose aux Knicks. Déjà, on a Hartenstein qui est meilleur là que ce qu'il aurait été
en début de partie il y a 3 mois. Hein, vous voyez la différence. Mais ça reflète la réalité. Hein, il a pris du volume, le bonhomme. Puis on a surtout ce trade-là que je trouve très positif avec OG Anunoby qui est arrivé. Il y a également le pivot là. Comment s'appelle-t-il? Je cherche son nom. Voilà, Akiwa qui est arrivé de Toronto en même temps. Pourquoi? Parce que Mitchell Robinson, saison terminée, ça c'est quand même une très très triste nouvelle. Et puis on s'est retrouvé avec RJ Barrett et Emmanuel Quickley qui sont partis du côté de Toronto. Pour moi, c'est un joli trade gagnant-gagnant. Juste dommage pour Fournier qu'il n'ait pas été dans le deal, mais en même temps, on a aussi Malachi Flynn aussi, hein, qui a débarqué. Voilà, donc Toronto a abandonné le projet Malachi Flynn. Et les Knicks, c'est une équipe, ma foi, très intéressante. Les Lakers, bah, ils rament, hein. Ils rament depuis la NBA Cup, là, où ils avaient été en mode LeBron et Anthony Davis inarrêtables. Et donc, ça avait été assez impressionnant. Et en même temps, là, ça marque très très nettement le pas depuis un mois. Le Magic, c'est une belle surprise de l'année en fait, de voir cette équipe derrière Paolo Banchero qui franchit des étapes, qui progresse. J'aime beaucoup la manière même dont Franz Wagner ou Jalen Suggs sont utilisés. Beaucoup d'audace chez Jalen Suggs, beaucoup de sérénité, beaucoup de maîtrise chez Franz Wagner. C'est vraiment très cool à voir jouer le Orlando Magic hein, cette année. Moi, j'apprécie. Ensuite, les Mavs, ils nous font du Mavs, c'est-à-dire Doncic en mode limite, je suis désolé de dire ça, limite en mode Harden de Houston. Ça ressemble un peu trop à ça. Après, très très bel avènement que celui de Derek Lively, le rookie. Derek Lively, c'est pas mal du tout. Hein. On est sur un mec qui a été pris en 12e position en 2023 et qui a vraiment déjà une jolie place. Donc ça, c'est très bien joué de la part des Mavs. Les Nets pédalent un peu dans la choucroute, je trouve. Ils n'ont pas le bilan qu'on pourrait espérer pour eux à ce stade-là, malgré une équipe pas inintéressante. Moi, assez tristement, je vous mentionnerai le fait que l'ami Ben Simmons a, pour ainsi dire, disparu des radars. Et ça, j'en suis bien triste. J'en suis bien triste que même pas on puisse l'avoir qui joue un rôle entre absence, entre inconsistance. Bref, c'est triste. J'aimais beaucoup ce joueur, je l'aime encore. Nuggets, rien à dire. Les mecs sont intouchables dès qu'ils ont le 5 majeur. Intouchables ou presque. Pacers, encore une belle équipe cette année. Hein, pas besoin d'en parler plus. Dans la foulée d'un Tyrese Haliburton de gala qui régale à la passe, au scoring, dans la maîtrise, dans les changements de rythme. C'est juste trop beau en fait de voir un mec pareil, même s'il a un shoot dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Les Pelicans seraient plutôt une bonne surprise, malgré le peu de forme physique de Zion. Donc bon, c'est plutôt une belle surprise de l'année que ces Pelicans. Jusqu'où est-ce que ça va tenir? Attention à ne pas s'effondrer après le All-Star Game Weekend. On le sait, il y a certaines équipes qui vivent mal le dernier quart de saison, le dernier tiers, quart. Après, du côté des Pistons, mon Dieu, on rentre dans la tristesse totale, surtout qu'ils ont perdu leur joueur proté, Kate Cunningham, là, pour un bon moment. Je ne sais pas si la saison n'est pas terminée. Enfin, c'est vraiment très 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 dommage. Ensuite, du côté des Raptors, on l'a presque évoqué. Pour moi, c'est gagnant-gagnant avec les Knicks, hein, ce trade qu'on a eu il y a quelques temps. Et je trouve que Barrett et Quickley commencent déjà à prendre leur marque. L'équipe peut être pas mal. Après, il faut encore arriver à gagner parce que c'est quand même une ligue très concurrentielle. Les Rockets, c'est aussi une jolie surprise de la saison dans le sens où l'équipe, avec l'arrivée de Fred VanVleet et Dylan Brooks à la Free Agency, ont quand même bien progressé dans la foulée aussi d'un
Alperen Sengun, que je trouve magnifique, le Turc. Jalen Green est devenu un peu plus solide et Jabari Smith continue à prouver qu'on peut avoir confiance en lui et des espoirs également. Donc jolie équipe, un banc pas non plus dégueulasse réellement, hein, c'est pas mal. Les Spurs. Alors là par contre, sur les Spurs, je suis animé par une tristesse infinie. Mais en juillet dernier, je le pensais déjà. Je pensais déjà que c'était horrible de ne pas avoir bougé à la free agency pour donner au moins à Wembanyama, je dirais les possibilités de pouvoir peut-être se faire un peu plus plaisir. On est à quoi? On est à 5 victoires à ce stade-là sur 30-35 matchs. C'est pathétique parce qu'on dirait que tout est fait pour perdre, y compris les choix de coaching. Donc là, on est sur du tanking, mais absolu, de fait, quoi, hein, de par la construction d'équipe, de par les choix de coaching, etc. Après, ça n'empêche pas que Trey Jones puisse avoir quelques qualités. Ça n'empêche pas que Sohan, quand il est pas meneur, puisse avoir des qualités. On voit quasiment jamais Devontae Graham. Malachi Branham, qui a été un peu dans le 5 en plus ces derniers temps. Pas du tout ridicule, mais ça reste encore un peu juste. Wesley, il a pas de temps de jeu. Champagny, on le propulse là à des moments, mais il a pas réellement le niveau pour être titulaire en NBA. Devin Vassell, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu obligé de jouer en hero ball, quoi, hein, à pas mal de moments en fin de possession. Vous le voyez tenter des trucs, mais il est obligé, le gars, il peut rien faire. Il n'y a pas eu il s'est rien passé réellement dans l'action. Le mec tente des trucs. Il est très fort, mais voilà. Keldon Johnson, peut-être une déception, dans le sens où il n'apporte pas plus, voire il apporte un peu moins que l'an dernier. Peut-être qu'il y a moins de balles aussi. Et puis après, Victor, le pauvre, hein, j'ai envie de dire. Pauvre Wembanyama, bien malheureux, dans un projet aussi peu lisible. Voilà. Puis en plus, comme ça pratique la langue de bois du côté des Spurs, on ne sait jamais réellement ce qu'il compte faire. Je pense que, allez, au nom de l'honneur, il serait peut-être bon d'aller chercher un vrai meneur, peut-être, un jour. Mais je ne sais même pas s'ils vont le faire. Cette saison, en tout cas. Après, les Suns, ça a mis du temps à pouvoir jouer ensemble. Parce qu'il y avait tout le temps l'un des trois qui était blessé. Donc, ils n'ont pas beaucoup joué ensemble, Booker, Bill et Durant. Et puis, globalement, ça peine. C'est difficile. Hein. C'est difficile pour les Suns. Pour autant, une équipe qu'on aurait envie de voir bien se comporter. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et à l'opposé, vous avez Shai Gilgeous-Alexander et les Thunder qui sont exceptionnels avec un joueur qui risque de rafler le rookie de l'année à Wembanyama. C'est Chet Holmgren. Il est juste somptueux. Giddey fait du Giddey, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre autre chose. C'est de la passe, c'est du rebond, c'est des écrans, c'est du playmaking. Ça va être des passes. Il a une vraie vision du jeu, hein, Josh Giddey. C'est un sacré joueur. Lugensdort, on connaît. Jalen Williams continue à prendre du volume. Bon, Shai, on n'en parle même pas, tellement le mec est top 5 NBA. Pour moi, il doit être dans la course au MVP. Hein. Mais bien mentionné. Et puis en sortie de banc, vous avez toujours ces types-là qui arrivent et qui sont chauds. Hein, donc Micic, peut-être pas beaucoup utilisé. En fait, Micic, il prend le relais de Gilgeous-Alexander quand ce dernier se repose. Treman, on le voit pas beaucoup. Asia Joe, voilà. Asia Joe, dès qu'il rentre, blam! Allez, 3 points, défense. Il est vraiment impressionnant. Aaron Wiggins, en revanche, j'aime moins. Il y a un côté assez perso qui est un peu désagréable. Mais en même temps, il essaie de se faire sa place, le pauvre. Kenrich Williams, de bons passages, de vrais bons passages en sortie. Ousmane Dieng n'a pas du coup le temps qu'il pourrait espérer, mais en même temps,
Il y a tellement de monde dans la rotation qui peut jouer. Jalen Williams joue moins, mais n'est pas ridicule non plus, il apporte par moment. Ça joue small du côté de OKC très souvent. Ça joue très très petit. Pokusevski n'est pas non plus très présent dans la rotation globalement. Et à l'arrivée, c'est quand même une alchimie exceptionnelle. Donc vraiment, Thunder, peut-être le coup de cœur de la saison. Les Timberwolves font enfin... Ah tiens, c'est bizarre, on leur a mis un vrai meneur, Mike Conley. Donc oui, ils font enfin une superbe saison, même si ça marque un peu le pas depuis 2 semaines, 2 semaines ou 3 semaines. Mais c'est quand même très très fort. Qu'est-ce que ça donnera en play-off? Ça, je ne sais pas. Les Blazers, nous en avons parlé. Et on a donc fait le tour. Voilà. Tout ça pour se retrouver dans notre partie avec les Trailblazers. Et continuer par contre sur du fictif total. Puisqu'on est pas mal du tout avec eux. On n'est pas sur le bilan Kata avec 10 victoires et 25 défaites qu'ils ont IRL. Non, on est surtout sur un bilan qui donne envie d'être ambitieux dans cette partie-là. Et donc, avec 20 victoires et 19 défaites le 16 janvier 2024, je me dis à ce moment-là qu'il fallait changer quelque chose. Je vous avais demandé votre avis. Et un certain nombre d'avis allaient en direction de quelqu'un qui a bougé. On l'a évoqué à l'instant. C'est OG Anunoby. Donc, j'avais l'impression que dans l'histoire de cette partie-là, les Raptors avaient besoin de quelqu'un qui puisse les faire step up sur le plan offensif. Et vous allez voir qu'on va aller sur ce côté-là. Salarialement, Anthony Simons, c'est quand même cher, mais je pense que son argent, il le mérite. Contrairement à ce que produit Ayton, mais dans la partie par contre non, il ne déçoit pas. Ayton, Grant, c'est solide, il n'y a pas de problème dans cette partie, en tout cas ça se passe très très bien. Simons, c'est différent, j'ai envie de faire de la place pour le trio Anderson, Brogdon et Shaedon Sharpe, ce qui donne envie à ce moment-là, surtout que le joueur est mal à l'aise, ne se sent pas bien, tu m'étonnes. Il n'est pas dans les conditions optimales. J'ai envie donc de rompre avec le passé à ce moment-là de la partie. Et donc le passé récent, avec Simons qui s'était développé aux côtés de Damian Lillard, qui avait finalement pris quelque part un poil le rôle de CJ McCollum après son départ. J'avais coché 3 noms, Michael Bridges, Brandon Ingram et OG Anunoby. Et donc vous l'avez compris, sans suspense abusif. C'est sur OG Anunoby que je suis allé pour ses compétences assez polyvalentes et pour l'équilibre d'équipe, puisque nous avons déjà des gens capables de scorer peut-être même abondamment dans cette équipe-là. Et donc, le fait d'aller chercher OG Anunoby, qui va être un fort défenseur capable de s'opposer aux meilleurs ailiers, notamment de l'Ouest, en play-off, parce qu'on est quand même dans la course peut-être pour aller en play-off, donc on va pas se mentir. C'était quand même très très tentant. J'ai été chercher quelqu'un qui a été vite coupé, Kevin Knox. Et oui, c'est pas les mêmes joueurs qu'en début de partie. Il y a 3 mois quand vous démarriez une partie, donc forcément il y a des contrats qui sont pas les mêmes. Des joueurs qui sont là, alors qu'ils sont plus là, etc. Pour équilibrer le tout, on est allé chercher le contrat du vétéran Thad Young et on est allé négocier ensuite avec Toronto qui proposait d'associer Schroeder dans le package. Moi, je voulais pas du tout. Et en même temps, lâcher un pic, ça me dérangeait légèrement. Mais en même temps, on peut aussi se dire que dans cette partie et avec l'évolution qu'on va avoir, un pic 2027 ou 2028 qu'on lâche comme ça, même en sec, c'est pas non plus dramatique. Donc la négo a duré ce qu'elle a duré. On est toujours resté sur la base de Simons, Knox contre Anunoby Young. Et au final, j'ai accepté de lâcher le pic 2027 en me disant que à ce moment-là, on sera forcément bien déjà.
Donc voilà l'histoire un petit peu de cette négociation. En me disant aussi que c'est gagnant-gagnant, je le disais juste avant, mais je le redis, gagnant-gagnant me semble-t-il, dans le sens où les Raptors sont chargés sur le poste 3 et 4 avec Barnes et avec Siakam, bien sûr, là. Donc, le départ d'Anunoby est peut-être moins gênant dans la mesure où ça permet par contre d'accueillir quelqu'un qui score et qui va leur apporter peut-être ce qui leur manque, c'est-à-dire du talent offensif et de la création. Donc, ça me paraissait vraiment gagnant. Dans la foulée, petite rotation. Vous avez vu, je suis resté sur le principe de ce dont on avait discuté il y a longtemps, à savoir Brogdon sort du banc pour essayer d'être une sorte de 6e homme qui peut postuler à peut-être même à une récompense, qui sait, si on continue à pas trop mal marcher. En tout cas, il a de bonnes stats par rapport à cela, et en laissant Henderson donc titulaire. Et vous avez vu dans la réalité, ça s'est inversé. Évidemment, Henderson n'étant pas exceptionnel, c'est Chauncey Billups qui a décidé quand même à un moment donné de le faire sortir du banc, peut-être pour lui enlever de la pression aussi. Les débuts avaient été cata, je crois qu'il avait raté tous ses shoots à 3 points sur les 2 premières semaines ou un truc du genre. Et après, il a commencé à mieux s'exprimer et on peut aussi espérer qu'il va continuer à monter en puissance. Bon, dans la partie, on n'a pas ce problème-là. Hein. Il est super fort, notre rookie. Il est à la hauteur des attentes. Et donc, moi, j'essaie de proposer une rotation un tantinet équilibrée, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de minutes pour Matisse Thybulle, par exemple. J'ai un peu sorti Winslow de la rotation. M'en voudrais pas. Et puis, on laisse quand même encore des petites minutes à Walker et Murray, à Chris Murray et Jabari Walker. Voilà, en essayant d'être performant. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis un gros temps de jeu pour les mecs les plus forts, en essayant vraiment d'être compétitif. À ce stade-là, OG Anunoby ne souhaite pas re-signer, mais c'est pas très grave, on est confiant, on sait qu'on le re-signera tôt ou tard, et on lui mettra la blinde. Donc, vous voyez, vraiment un projet qui n'a, mais alors, strictement rien à voir avec la réalité, puisqu'on est allé même ici se renforcer dans l'optique d'éventuels playoffs, en tout cas du play-in, et on n'a pas hésité à aller sacrifier un joli potentiel offensif pour cela. Donc dans la foulée, évidemment, il a fallu que je teste un peu tout cela. Il y a une réception des Nets, suivi d'une réception des Pacers. Il y a un voyage aux Lakers, un voyage à OKC. Vous allez voir, je vais jouer quelques-uns de ces matchs-là. On va commencer par la réception des Nets. Intéressant, Nets. Les Nets, pas chanceux. Hein, on a évoqué un peu tout à l'heure les Nets. Disons que je trouvais un peu en deçà des attentes qu'on pouvait avoir. Bah, regardez, ils sont à 13 et 26 ici. Ce qui est un peu dans le même style décevant par rapport à ce qu'on pourrait espérer. Donc, Mikal Bridges va se prendre la pression d'OG Anunoby, qui va fêter son arrivée dans l'équipe par une grosse responsabilité défensive déjà dès le premier match. Et puis voilà, bah, c'est comme ça qu'on va essayer patiemment de construire notre alchimie d'équipe, si j'ose dire. Alors voilà, la prise en main est amusante. Le scout, là, hop, il est capable de faire des petits moves. En fait, il est plein de petits mouvements qui font que les drives ne sont pas si compliqués que cela. Voilà, il y a vraiment des possibilités. Après, l'avantage aussi, c'est qu'en contre-attaque, on a souvent de vraies options. Mais ça, c'est un peu signé NBA 2K, cet aspect-là que je viens de mentionner. Hein. Dès que vous réalisez de bons stops, vous avez de jolies opportunités. Ici, il y a eu une action complètement cafouillée sur la fin par les Nets. On en a profité pour se rajouter un petit contre. Cam Johnson qui libère pour Dinwiddie, un peu trop laissé seul, mauvaise défense. Et on se retrouve à 1 minute de la fin, là, finalement,
en proie à la défaite, quoi. Hein. Allez, écran de DeAndre Ayton. Hop, on se fait le petit chemin vers le cercle. Il est très très fort dans la peinture, DeAndre Ayton. Il est même capable de rentrer externe, quelques shoots. Je parle à 2 points essentiellement, mais des longs 2 points, il est capable. Hein. Donc c'est assez sympa. Hein. Vraiment, moi j'adore l'idée de jouer avec DeAndre Ayton. On égalise ici et on aura une balle de match. Alors, 8 dixièmes, ça laisse pas grand chose comme opportunité. Peut-être un alley-oop. Allez mon grand. Eh non, raté. Raté le alley-oop. Du coup, sortie de balle Nets, qui ont encore 2 temps morts. Hein. Il s'agirait d'en prendre un. Voilà, ils en ont pris un. Bravo. Ils ont un shoot de la gagne à leur tour. Après 8 dixièmes, encore une fois, ça laisse pas beaucoup de temps. Waouh, énorme. Le game winner signé Spencer Dinwiddie. Ou bien est-ce que le ralenti va infirmer tout ça? Parce que quand même, les 8 dixièmes là, je suis pas certain qu'ils aient pas été consommés. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Le ballon touche encore les mains de Dinwiddie. C'est très très limite. C'est hyper tendance. On sait pas tellement. Hein. On sait pas tellement ce qui se passe ici. Toutefois, le panier va être... Suspense. Il en faut. Refusé. Panier refusé, on va en prolongation. Yes. Ça veut dire que il avait encore les mains qui touchaient le ballon au moment où l'horloge est passée à 0. Ok. Prolongation. On est plutôt confiant dans ce type de situation, même si on perd l'entre-deux. Dommage, on aura donc une possession en moins par rapport à ce qu'on aurait pu espérer. Donc, hop là, ça dévisse. Après, ça prend des rebonds. Voilà, ça c'est un problème aussi, le box-out, qu'il faut arriver à gérer sous peine d'être irrémédiablement sanctionné. Ayton qui travaille de près. Ça, c'est toujours des séquences intéressantes. On est un peu bouché, hein, vous avez vu. Mais on allait, heureusement, provoquer la faute. Et ça nous a fait du bien. Voilà, 50 à 49. C'était une balle d'égalisation dans cette prolongation. Je fais des coupes, hein, évidemment. Hein. Il y a des moments qui sont vraiment peu intéressants. Puis parfois, il y a certains matchs où on est obligé de couper si on veut traiter ce qui va être vraiment intéressant. Attention. Oh là là, il dévisse. Il dévisse. Fin de la première prolongation. Nous sommes donc envoyés en deuxième prolongation, quoi. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc, c'est parti. Balle à Brogdon. Et puis, surtout, regardez, on se retrouve tout de suite. On fait un saut. Claxton qui ressort. La défense est serrée. Lonnie Walker qui tente. Waouh, un shoot un peu difficile, mais qui rentre. Donc là, bravo. Heureusement, derrière, on va un peu se régaler sur quelques actions. On aura quelques stops. On aura quelques contre-attaques. Bref, vivement l'Ultra Money Time où on est un point devant. Un point devant avec 20 secondes à jouer. Et c'est dévissé l'action de la gagne est dévissé par Michael Bridges. Derrière, OG Anunoby qui rentre. Bravo. C'est bien. Il n'aura pas été super productif, mais il aura été solide en attaque. Mais par contre, très très solide pour le reste. Le lancer franc est rentré. Maintenant, il faut un 3 points à Brooklyn pour pouvoir égaliser dans cette deuxième prolongation. Est-ce qu'on en aura une troisième? Regardez, rien n'est à exclure hein, dans ce jeu. Moi, j'ai souvent des scénarios incroyables. Waouh! Et là, vous ne rêvez pas. On se retrouve à devoir prendre temps mort pour aller jouer les 10 dernières secondes. Finney-Smith a rentré le 3 points de l'égalisation. Allez, balle au nouveau patron, au petit jeune. Shoot de Grant. Ah là là, c'est dévissé encore une fois. Oh là là. Ça veut donc dire qu'on va partir en troisième prolongation. Fabuleux. Fabuleux. En fait, je me serais bien épargné un tel suspense parce que ça veut dire aussi qu'il y a certaines possessions qui ont été mal jouées de ma part. Allez, on est maintenant toujours à égalité. On est à 1 minute de la fin
de cette troisième prolongation. Il s'agirait peut-être de faire le boulot un jour. Non. Cam Johnson de près qui sanctionne. Il y aura eu un pourcentage, je ne sais pas si vous l'avez vu, il passait assez furtivement, assez cata dans ce match en termes d'adresse. C'est pour ça qu'en troisième prolongation, on n'est que dans un volume de points qui est de l'ordre de 120. Allez, Jeremy Grant sur le pick and pop pour passer un point devant. Ah, ça coupe à chaque fois avec des temps morts. Voilà. Il faut être patient. Il y a beaucoup de montage. Comprenez maintenant pourquoi je suis allé vite sur la première partie de match. Parce que comme il y avait 3 prolongations, si on veut pas que le truc dure un quart d'heure, il faut s'ajuster. Allez, Dinwiddie joue la gagne. Hein. Hop là. Ouf, in and out, quasi. Peut-être pas, mais en tout cas, premier cercle, ça rebondit, on sort vite la balle, on a gagné d'un point. Eh ben, on pensait pas forcément avoir autant de suspense sur un match comme celui-ci. Donc ça aura vraiment été un match de maladresse totale, avec un joli 22%, un joli 25% à 3 points, respectivement pour les Nets et pour les Blazers. Ça aurait été, en fait, ce match n'aura valu que par son suspense et vraiment pas par sa qualité. On va pas se mentir, regardez-moi ces zones bleues là, on se croirait au pôle Nord, hein, c'est frigorifique. Voilà. En tout cas, dans la difficulté, on a réussi à exister. OG Anunoby qui aura fait des débuts peut-être un peu timides offensivement. Je n'ai pas encore le timing de shoot, mais nul doute que tout cela va se mettre en place. Et on notera les jolies performances en face de Simmons, au rebond de Claxton, ou bien même scoring de Dinwiddie. Voilà, on enchaîne avec les Pacers. Alors les Pacers, c'est une équipe, comme je vous le disais, qui m'impressionne beaucoup et que j'apprécie énormément, de par ce qu'elle montre. Regardez, elle a un bilan qui est pas loin de l'équilibre, mais qui est moins bon qu'IRL dans cette partie. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aurais aimé les voir en playoff. Après, Pacers, ce qui les caractérise cette année, c'est tout pour l'attaque. En fait, ils sont revenus à la signification de leur nom. Ils ont une pace, ils ont une vitesse de jeu, un rythme qui est le plus élevé de NBA. Et quelque part, le petit clin d'œil déjà, il est sympathique hein, d'avoir ce style en fait imprimé du côté des Pacers. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'après sur demi-terrain ils sont mauvais. Hein. C'est juste une équipe qui court beaucoup et qui est capable aussi de fulgurance. Ici, Bénédicte Mathurin, le Canadien, très très sympathique. Voilà, nous on a toujours nos petites séquences en pick and pop. Elles sont très rémunératrices. Je suis bien obligé à un moment donné de trouver mon scoring. Sinon, c'est compliqué. Waouh, Brown et sa Davis, mais Asia Jackson ramasse et remet dedans pour un début de match qui n'est pas à notre avantage, qui est même, on va pas se mentir, plutôt compliqué à l'image du contre de Miles Turner ici sur notre rookie Scoot Henderson. Ensuite, Nesmith qui rentre après un joli travail en pénétration de Haliburton qui a eu l'intelligence de ressortir. Ici, c'est Jalen Smith. Bref, ça se passe mal. On essaye de se sauver offensivement par des séquences simples, mais eux sont brillants offensivement. Et on se dit dans ces cas-là, sur NBA 2K, on se dit vivement le moment où on va réussir à aligner quelques stops pour pouvoir ensuite prendre le score. Voilà. Ici, toujours, Bruce Brown qui rentre sur une très jolie séquence. Mal défendu, mais surtout bien attaqué. Quoi. Voilà. Obi Toppin également. Donc il y a vraiment une magnifique adresse et les Pacers n'ont pas été décevants sur ce match-là. Bénédicte Mathurin, est-ce qu'il va driver ou est-ce qu'il va shooter? Waouh. Vous voyez, il y a une jolie adresse. Ils sont à plus 4, il reste 5 minutes, ça va. Rien n'est fait. Heureusement, on a notre petit Jabari Walker avec un peu de chance. Le toucher du shooter. Balle à Brogdon. Pareil, hop. On va aller de nouveau chercher Jabari Walker. Nickel. Pour passer devant.
On a donc une situation d'égalité à 3 minutes de la fin. Oh là là, quel précieux rebond ici. Qui est-ce qui va remettre dedans derrière? Jabari Walker. Le mec a vraiment enchaîné 3 points monstrueux sur ce coup-là. Très très joli ensuite. La pénétration d'Haliburton pour les faire passer devant. Derrière, là c'est Jarace Walker qui artille le poste 4 d'Indiana. Voilà, on a 2 homonymes quasiment sur le terrain, au même poste, dans ces 2 équipes. Plus 3 Indiana. Scoot, qui ressort pour Anunoby. Et swish. 58 partout. Non mais c'est pas possible, on va encore retourner en prolongation dans cette histoire-là, c'est ça qu'on est en train de dire. En tout cas, vous avez vu, j'ai mis Anunoby sur Haliburton en défense, là. Parce que je me dis que c'est peut-être encore lui qui est le plus à même de le gêner. Bah non. Haliburton a réussi à aller se frayer un chemin vers le cercle pour aller obtenir des lancers. Les 2 sont dedans. On se retrouve donc à -2. -2, 6 secondes à jouer. Là, on serre les fesses. C'est pas gagné. Loin s'en faut. Il faut trouver quelque chose près du cercle. Allez, waouh. Quel bonheur ce Scoot Henderson. Il est allé se frayer un passage. Petit appel dans le dos de la défense, là. Mal défendu, ok, mais... Et là, prise à 2 pour éviter d'encaisser le panier de la gagne de la part de Tyrese Haliburton. Vous l'avez donc compris, une nouvelle prolongation dans cet épisode. Cette fois-ci, c'est Indiana. Donc, évidemment, rien ne se fait dans la facilité. Vous avez prolongation multiple contre les Nets, prolongation contre les Pacers sans même qu'on sache si le match va être gagné ou pas. Waouh, quelle jolie séquence. Récupération de la balle par Buddy Hield. Et derrière, c'est Jarace Walker qui met dedans. On va passer devant sur ce lancer de Scoot Henderson. On a de nouveau une opportunité pour passer devant ici. Et on va le faire grâce à un énorme rebond offensif de Jeremy Grant. Après un shoot pas loin de rentrer. On est à +1. La balle est à Indiana. Que va nous faire Buddy Hield? Waouh, je ne l'ai pas surveillé. Il a fait l'appel ici à... Ah là là, terrible. Terrible à 3 points. On est à -2. Malcolm, je l'ai fait rentrer, ouais. Sharp. Ouf, enfin. Enfin, je vous montre un 3 points réussi de Shaedon Sharp, qui a été ma bête noire pendant longtemps avec ses Blazers. C'était lié à son timing de shoot, j'avais vraiment du mal avec. Et ici, contestation insuffisante. Haliburton qui remarque. Indiana toujours à +1. Malcolm Brogdon qui garde un peu la balle. Un peu trop, dirons-nous. Qu'est-ce qui va se passer? Trouver la solution ici par cette passe dans la raquette pour un excellent panier du non moins excellent Jeremy Grant. Il va falloir peut-être faire gaffe aux 3 points. Quand même là, il était de l'autre côté de... Il était dans son camp. On va peut-être pas non plus envisager encaisser ces paniers-là. Ok. Victoire, mais encore une fois au forceps. On a un petit 7 sur 20 à 3 points. Ils ont un petit 8 sur 20. Le leur est bon. Le nôtre, il lui manquerait un petit shoot réussi pour être pas mal. En tout cas, on s'est battu. Un match qui était un peu en orgie offensive. Après ça encore, c'est assez raccord avec le style de jeu des Pacers cette année. Donc, pas grand-chose à objecter. Jeremy Grant, superstar, à 34 points, 14 rebonds. DeAndre Ayton aura aussi régné sur la raquette. Même Williams aura fait une bonne entrée. Et en face, le trio Walker, Turner et surtout Haliburton avec ses 20 passes et 44 points auront noirci la feuille. Mais tout va bien. Tout va bien. Lakers, j'ai pas joué. On s'est pris une tôle. J'ai simulé. On a perdu les 4 cartons. On a pris 30 points dans la figure. Donc, très bien. On descend sur terre avec énorme duo Anthony Davis, LeBron James. Très joli apport de D'Angelo. Et malgré tout, un très bon Scoot Henderson
Ça fait du bien. Dans la foulée, on croise la route d'OKC. OKC, je vous le dis, c'est mon équipe un peu, comment dire, de cœur sur la manière même dont ils se comportent cette année. Il faut dire que j'ai une véritable adoration pour Shai Gilgeous-Alexander, je ne suis pas le seul. Et donc j'avais envie de croiser le fer avec eux. On a des bilans en plus qui sont relativement proches. Donc ce sont des cas où une victoire sur un adversaire direct peut s'avérer extrêmement importante dans l'optique de la fin de saison. Même si l'on n'est qu'à mi-saison hein, en gros à ce stade-là, parce que 42 matchs joués, ça n'est que la mi-saison. Scoot Henderson, vous voyez, 17, 4,5, 4-4. Bon, c'est pas une mauvaise saison. Et on a connu, on a pu espérer autre chose, mais 17-4-4, ça va bien. Alors, Brogdon se bat, toujours aussi précieux. Gilgeous-Alexander lui arrache la balle des mains. Attention, ça joue très très bien en contre, cette équipe. Tiens, c'est amusant, ils ont mis Micic sur le terrain en même temps que Shai, ce qui arrive très peu, je vous le disais. Là, très bel appel de Kenrich Williams. Bref, on prend le bouillon en ce début de match. À part la petite rébellion ici au contre de DeAndre Ayton, on prend cher. DeAndre Ayton qui d'ailleurs aussi imposera sa masse à l'intérieur à d'autres moments pour nous permettre de quand même un peu recoller à la mi-troisième quart-temps. On va comme ça peut-être un peu mieux exister. Voilà. Défensivement aussi, ça va commencer à se passer mieux. Brogdon est capable d'aller au bout, mais n'y va pas, reprend le rebond. Allez, swish attendu, oui, Jeremy Grant qui met dedans. Et on recolle, hein, tout doucement. On fait un match de traînard un peu, après avoir pris très très cher en premier quart. On fait un match qui peut nous permettre d'espérer Jabari Walker, 3 points. Très très bien. 3 minutes, égalité, Shaedon Sharpe. Malheureusement, c'est pas dedans. La contre-attaque pour Josh Giddey, qui va comme ça, dans son style si particulier, nous envoyer un petit flotteur. Allez, Sharpe. Mon Dieu, ça rentre pas. Heureusement qu'il y a la claquette de DeAndre Ayton. Là encore, franchement, il est tellement précieux dans ma partie, là, DeAndre Ayton. Il est somptueux. Sharpe sur un 2 points long, toujours pas. On est quand même à 3 échecs consécutifs que je vous montre. Après, heureusement, le boulot est fait. Ouais, à un moment donné, je mets les Twin Towers version Blazers. C'est Ayton Williams. Et il y a des petites séquences où je les aligne les deux. Et mine de rien, la taille ici va peut-être faire la différence en cette fin de 4e quart-temps. J'ai mis Ayton Williams sur le terrain. Donc Ayton un peu décalé en 4. Hein, et ça va nous permettre, oui, de ne jamais être repris. Et le moment là où on a fait la diff aura été décisif. Jamais OKC ne recollera. Le jeu sanctionne le manque de taille. Ça, c'est une constante. J'ai remarqué que quand vous jouez en simulation, si vous avez de bons rebondeurs, il y a une différence assez forte. Et le small ball, en général, est très très mal rétribué, hein, très très mal récompensé par NBA 2K. Quand on simule et même quand on joue. Donc nous, on n'est pas du tout dans du small ball, on est même un peu de tall ball par moment. Et malgré les nombreux échecs de Shaedon Sharpe ou OG Anunoby sur ce match, on a quand même réussi à s'imposer. Dans la foulée, simulation face aux Rockets, bam, on a perdu. Ok. On va continuer, on croise la route des San Antonio Spurs. Et que va-t-il se passer? Défaite, là aussi. Pour autant, San Antonio fait une assez mauvaise saison, hein, mais ils ont réussi à nous taper. Ils ont un bilan qui n'est pas forcément très très éloigné de celui qu'ils ont dans la réalité. Hein. Un bon Wemba, mais surtout une équipe où 6 joueurs sont au-dessus des 10 points. Ok, l'acclimatation d'Anunoby ne se fait pas pleinement pour le moment. Un très bon Malcolm Brogdon au demeurant. Les Bulls, alors, les Bulls, qu'a-t-on fait? On a simulé.
115 à 103. Ça va. On reprend un peu. Les Sixers. Ensuite, ouais, je m'étais amusé à jouer un peu, puis j'ai quitté le match. Donc j'avais quelques actions qui étaient rigolos. Des petites actions chocolat, là, avec Scoot Anderson à la passe pour Ayton, etc., etc. C'est Jeremy Grant qui a été très fort ce jour-là pour la victoire donc contre les Bulls. Et les Sixers, voilà, je disais, se présentent à nous pour une victoire explosive des Blazers. Waouh! Étonnant, étonnant. Que s'est-il passé? Est-ce que à tout hasard l'ami Jojo était absent? En tout cas, on a été très fort sur le scoring, puisque 7 joueurs à plus de 12 points, me semble-t-il. Non, Jojo était là, c'est Tyrese Maxey qui passe un peu à travers. Il ne doit pas être le seul. Et on retrouve quelqu'un vis-à-vis duquel on se doit de jouer le match. Damian Lillard et ses Milwaukee Bucks pour une réception en plus. Donc c'est le retour de Damian Lillard du côté de Portland au Moda Center. Voilà, j'avais un petit trou. 32-15, ils ont un excellent bilan. Nous, on est péniblement au-dessus de la barre des 50%. Mais voilà, on s'en sort. Tiens, ils ont Cason Wallace en poste 2. Ils n'ont pas Malik Beasley à ce stade-là de la saison. Malik Beasley sort du banc, je pense. On va essayer de mettre Anunoby en chien de garde de Damian Lillard. Et puis après, on essaiera de se débrouiller sur le poste 4 pour envoyer de la viande contre Antetokounmpo. Regardez, l'avantage ici, c'est que Lillard est obligé à l'exploit s'il veut scorer. Enfin, après, l'exploit, il connaît. Hein. Vous voyez, il va réussir comme ça un début de match très très propre. Très très propre aussi. Pas comme notre rebond, par exemple. Allez, Giannis Antetokounmpo, qui avait été laissé seul suite à une action un peu confuse. Milwaukee a pris les devants dans ce premier quart, puis début de deuxième quart. On les retrouve à plus 5. Néanmoins, hop, on a nos petites actions rapides où Scoot Anderson joue la carotte et on a moyen de s'en sortir. Il y a des moments où j'apprécie beaucoup d'avoir Brogdon et Anderson sur le terrain en même temps. Brogdon, c'est du bonheur. Ça donne du bonheur aux partenaires. C'est assez intéressant. Allez, on essaie de lancer quelque chose. Un floppy pour Brogdon. Ok, très bien. Il va passer derrière un écran. Après, il y a deux mecs qui vont comme ça le protéger. Derrière, c'est 3 points garantis. On est presque au contact de ces Milwaukee Bucks sur lesquels il faudrait peut-être défendre. Très bel écran de Brook Lopez. On a été complètement enrhumé là-dessus. Giannis qui nous fait du Giannis, mais à qui il manque la précision. Il y repart, le grec. Il y repart. Et là, il trouve la mire. 44-39. Brogdon pour Jeremy Grant à 3 points. Ouf, c'est précieux. Tout ça, ça permet de recoller. Ah tiens, Malik Beasley, qui est capable comme ça de venir près du cercle, mais il a été gêné. Et Ayton profite d'un panier relativement facile en contre-attaque. Shoot rapide sur Antetokounmpo qui met dedans avec la faute débile de notre part. Quel dommage. Quel dommage. Heureusement, ça dévisse le lancer. Il reste 4 minutes. Attention, on rentre dans le Dame Time. Et on espère ne pas en subir les conséquences. La Shaedon Sharpe, écran pour Walker. Antetokounmpo avait péniblement suivi. On se retrouve sous le cercle. Yes, avec Robert Williams. Robert Williams, tel qu'on aimerait le voir IRL. Très bon nettoyage. Vous voyez, c'est toujours ma petite séquence là de tall ball qui est en train de nous rapprocher de ces Milwaukee Bucks.
Shaedon Sharpe ne peut pas shooter. Henderson appelle un écran, celui de Williams, qui va, hop là, dévisser, donner à Ayton. On cherche une solution péniblement. C'est pas évident. Allez, le 2 points long, le 3 points pour Ayton. Oh là 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 là. Solide. 3 points pour DeAndre Ayton. Je vous parlais de son shoot externe. Il en a un. Il en a un. Après, évidemment, c'est pas super fiable, mais... Balle à Lillard qui a donné à Antetokounmpo, qui rend à Lillard, défendu par OG Anunoby. Ayton bloque relativement physiquement l'accès au cercle à Antetokounmpo, ce qui fait que Cason Wallace est obligé de se débrouiller pour Bobby Portis qui avait réussi à se libérer un peu de son défenseur. Milwaukee repasse devant. Scoot Henderson à la balle. Hop, un petit panier facile, ça fait du bien pour Robert Williams. Et là, on va avoir nos petits changements. On termine, il y a Williams qui sort et il y a Grant qui va rentrer sur les dernières séquences. Ah non, je l'ai essayé. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce que je disais. Non, c'est Ayton qui est sorti, pardon. En tout cas, le shoot de Milwaukee est dévissé. La balle à Malcolm Brogdon. Et ben là, on va prendre notre temps pour poser quelque chose de, si possible, propre. Non, c'est très sale. C'est très salement joué. Les Milwaukee Bucks ont donc une balle de match. Damian Lillard va attendre. Il aurait tort de ne pas le faire. Balle de match pour Lillard, ici, au Moda Center, pour son retour. Écran de Brook, attention. Oh là 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 là. Il a joué la gagne. Il voulait pas de prolongation, Lillard. Il a joué la gagne. Il aurait pu jouer le 2 points, mais après tout, vu son adresse, on peut entendre qu'il joue la gagne là-dessus. Et on s'en sort, encore une fois, tellement ric-rac sur ce match. Il n'y a vraiment rien de facile, hein, ce que je vous disais. Dès que je prends la manette, c'est dur. 46% à 3 points pour nous. 55%, on pourrait dire qu'on a eu l'adresse. Ou alors on pourrait dire que Milwaukee n'a pas été très pressant défensivement. Domination également au rebond de la part de nos Blazers. Domination à la passe également, où il y a quand même presque le double de passes décisives dans un camp par rapport à l'autre, où ça joue très perso, ça circule pas beaucoup, il n'y a pas un mouvement ébouriffant. Je dirais que ils sont plus moches à voir jouer sur Touquet, les Bucks, que dans la réalité. Puis finalement, il y a eu des choix aussi peut-être de ne pas assez privilégier Antetokounmpo balle en main. Dans la foulée, on se reprend une baigne du côté des Denver Nuggets. Hein, je vous dis, hein, rien de facile, c'est la vérité. On reprend une défaite, encore une fois, deuxième match d'affilée contre les Nuggets. On a compris, ils sont bien plus forts que nous. Très bien. Très très bien. Et puis, on peut regarder que tout ce petit monde se régale avec Brown et Reggie Jackson en sortie de banc. L'équipe est fidèle à ce qu'on connaît du côté des Nuggets. Et même un Scoot Henderson intéressant n'aura pas suffi à arracher cette victoire. Donc on est encore borderline, hein, pour le play-off, play-in. Peut-être plus parti pour le play-in quand même. Hein. À part si on arrivait à reprendre les Lakers. Voilà. Les Grizzlies sont très hauts parce que Morant n'a jamais été suspendu dans cette partie. Donc forcément, tu mets déjà Morant, ça change tout. Au niveau de l'efficacité, là, c'est l'heure des bilans. Au niveau de l'efficacité offensive, on ne peut pas dire qu'on soit très fort. Regardez, on est déjà basculé dans la deuxième partie du classement. On est 24e efficacité offensive. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, sur 100 possessions, on va marquer 111,6. Bon, donc c'est pas exceptionnel, mais peut-être que l'aspect défensif des choses peut nous aider à nous refaire un peu la cerise. On va regarder ça. Le Heat, sans grande surprise, a la meilleure efficacité défensive de la ligue. Sixers, Cavs, Celtics, Bulls 6e, je ne sais pas comment c'est possible. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
On va donc se retrouver 14e meilleure efficacité défensive de NBA, avec, c'est intéressant à noter quand même, un déficit en termes d'efficacité, mais celui-là était peut-être dû à un moment donné où on avait pris une dizaine de tôles d'affilée dans l'épisode précédent. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Voilà, en tout cas moi je me rappelle. Au niveau des bilans individuels, c'est assez équilibré. On a une attaque à 4 têtes. Ayton, Brogdon, Grant, Scoot. En 32 minutes, Scoot Henderson rend une copie propre, à l'exception du pourcentage à 3 points, qui n'est pas ébouriffant. Donc, pas forcément une très très bonne idée de le faire trop shooter. Ça n'est pas fiable. Ensuite, toujours en termes de bilan, 42,9 d'adresse globale pour Scoot Henderson. Donc on voit où le bas blesse. Peut-être intérêt plutôt à driver, plutôt qu'à essayer de shooter trop, l'ami Scoot Henderson. En presque 32 minutes, Jeremy Grant, en revanche, fait une belle saison. 38% à 3 points. Presque 19 points, 5 rebonds. Bon, c'est convenable. C'est très convenable, surtout dans la mesure où il y a d'autres options offensives dans la même équipe. Donc ça va. Pour ce qui est de Malcolm Brogdon, en un peu plus de 30 minutes, en sortie de banc, il est à 43% à 3 points. Il est à 18 points, plus de 6 passes et plus de 4 rebonds. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on est d'accord. Ensuite, on a encore 2-3 bilans à voir, notamment celui de DeAndre Ayton, qui fait quand même une sacrée belle saison dans la raquette. Presque 19 points, plus de 11 rebonds. On est sur plutôt un temps de jeu, ça va, raisonnable, 30 minutes. Il y a même un petit 34% à 3 points qui fait plaisir, mais ça, c'est plus anecdotique. Très belle saison de DeAndre Ayton. Inamovible au poste 5 dans cette construction-là et dans cette partie. Ensuite, quid de Shaedon Sharpe, 12,6 points en presque 30 minutes, avec des pourcentages peut-être rendus difficiles par mes échecs répétés lorsque j'ai la manette, parce que le 30% à 3 points, je pense qu'il vaut mieux que ça, mais c'est de ma faute. 40% au global, c'est pas génial, on n'est pas sur des... Il crève pas le plafond, l'ami Shaedon Sharpe, malheureusement. Et pour ce qui est de OG Anunoby, voilà, des stats qui sont plus en rapport avec ce qu'on attend, c'est-à-dire que on ne voit pas la qualité dans ces stats-là. On la voit peut-être juste sur les interceptions, mais c'est tout juste. Non, c'est certainement un poison défensif pour l'adversaire. Et puis c'est déjà énorme en fait. Voilà, Robert Williams, plus de 10 rebonds par match quand même, le Rob. Donc respectable. Il fait une belle saison aussi. Très très bon apport en sortie de banc. C'est même un luxe de l'avoir. On a quand même Brogdon, Williams en sortie de banc qui font du très très bon boulot. C'est sûrement ça qui explique notre plutôt bon comportement dans cette saison à 26-24. Et là, je me pose une question vraiment avant d'envoyer, parce que on est à la trade deadline là, on est à quelques jours de la trade deadline. Est-ce qu'on bouge encore ou est-ce qu'on bouge pas? Donc là-dessus, je vous laisse me dire les choses. Faut me le dire vite. Dès que vous avez vu cette vidéo, vous me le dites. Parce que moi, après, il faut que je puisse avancer et pouvoir ensuite proposer, sans trop attendre, la suite et donc un épisode 5 pour cette série. Voilà. Si on bougeait, il y aurait plein d'options, mais on a tous en tête les noms de ceux qui pourraient bouger. Allez, à plus, bye bye.